encore à Charlotte et Jules pour ce petit temps où on s'est posé, où on a terminé notre journée et on va pouvoir enchaîner avec cette petite discussion. Tous les 5, Guénolé du coup est en train de descendre. On va parler autour de la transformation des métiers, transformation de la personne, transformation des individus, de la structure en tant que partie économique. Je me présente, je m'appelle Lucien Bonhomme, je suis coordinateur de l'association L'Île des Possibles. On a eu le plaisir pendant cette journée de vous accueillir et de vous faire découvrir des métiers, pour le moins on espère engagés. Je suis très content de vous recevoir, pour le moment tous les trois, sur scène. Du coup, en commençant par ma droite, Paul Chalabresse. Paul Chalabresse des collectifs, tu es coordinateur général des collectifs, qui est une structure, une organisation, une asso, qui accompagne du coup les collectifs à l'intérieur des entreprises pour leurs salariés qui souhaiteraient faire transformer, faire bouger de l'intérieur leur société. Encore à ma droite, Ambroise Collomb. Tu es directeur général de Les Nouveaux Géants. Les Nouveaux Géants, du coup, qui est une structure, un organisme qui fait des recherches et qui étudie les transformations au niveau prospective aussi des métiers. Bonjour. J'ai Pierre Artizen, cofondateur et directeur de Artizen, du coup, la société de services à Montpellier. Une société de services qui a 4 entités sur le pourtour montpelliérain depuis 2020. On aura l'occasion d'y revenir. Et puis Guénolé, qui nous met la présence. Guénolé de Carmoy, qui a récemment écrit un livre tout plaqué avec succès. Tu es coach et formatrice pour les individus en reconversion, pour les structures publiques ou privées. Bonjour à tous les 4. Si vous voulez prendre des micros, on en a 3 à dispo pour 4 personnes. On va aborder cette table ronde avec 3 angles. Le premier angle, c'est déjà étudier quelles sont les tendances de transformation de notre société qui guident nos changements individuels, nos changements de métier, nos changements de structure économique. On passera ensuite à comment est-ce qu'on transforme de l'intérieur quand on est une personne, comment est-ce qu'on se transforme de l'intérieur, comment est-ce qu'on transforme une société, une structure. Et puis on terminera par comment est-ce qu'on se met en action face à tout ça, comment est-ce qu'on arrive à actionner les leviers les plus possibles pour qu'on ait une action de transformation de notre société. La première axe autour des transformations, je me tourne plutôt vers toi, Ambroise, puisque du coup les Nouveaux Géants mènent des recherches et notamment ont sorti une étude bien intéressante autour de la transformation des métiers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les grandes tendances qui ont été observées autour de la transformation des fiches de poste, si je peux les appeler vulgairement comme ça? Oui, bonjour à tous. Les Nouveaux Géants, en quelques mots, on est déjà un organisme de formation et du coup de recherche. Et notre sujet, c'est donc de dire tous les métiers vont devenir des métiers verts ou verdissants, si vous avez cette terminologie, c'est-à-dire vont pouvoir contribuer à la transition écologique. Donc qu'on soit aux achats dans une entreprise, au RH, à la finance, peu importe son métier en fait, on va pouvoir y adosser des nouvelles compétences. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé interviewer plus de 200 personnes pour imaginer les fiches de poste prospectives du 11 métiers. Alors, on est resté sur des métiers transsecteurs un peu classiques de l'entreprise. Donc, ce que je vous ai cité, la communication, la finance, les achats, la vente, le RH, etc. Et pour essayer d'identifier comment on fait bouger ces métiers. Et donc, le premier message que j'ai envie de vous faire passer ce soir, c'est que peut-être il y a des gens qui sont en recherche ou en reconversion, etc. Moi, je vois pas mal de gens qui se disent l'écologie, ça me parle. Ce sujet, il est important pour moi. Il faut à tout prix tout plaquer pour aller dans cette direction, devenir RSE, etc. Peut-être que vous faites déjà un métier et que du coup, vous avez construit une carrière ou un peu d'expérience autour de ce métier-là. Ça a énormément de valeur.
Simplement, il faut essayer de comprendre comment vous pouvez changer certains aspects de vos métiers. Et vous ne perdrez pas la valeur de tout ce que vous avez conçu, et vous arrivez à quelque chose de très très singulier, à la fois sur le marché du travail et puis dans des entreprises pour les transformer. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va se parler de transformation en tant qu'individu aussi, je crois, c'est prévu. Moi, il y a un chiffre que j'aime bien vous donner, c'est est-ce que vous avez une idée du bilan carbone par salarié du CAC 40 ? Donc le calcul est assez simple, hein. On prend tout le CAC 40, on somme tous les bilans carbone, et on divise par le nombre total de salariés du CAC 40. Peut-être vous avez déjà une idée du bilan carbone moyen individuel d'un Français. 10 tonnes ? Ouais, on est autour de 10 tonnes, pour faire simple. Autour de 10 tonnes. Et en tant que salarié du CAC 40, on pèse 400 tonnes. Et ce chiffre-là, alors il vaut ce qu'il vaut, parce qu'évidemment, si on est le patron, alors que si on est complètement l'exécutant, on n'a pas le même réseau d'influence. Mais enfin, c'est quand même une moyenne que je trouve assez intéressante. Et il y a d'autres entreprises, des petites entreprises de services comme la mienne. Bon, ça va être beaucoup plus faible. Mais grosso modo, dans la plupart des cas, et en fonction de votre entreprise, vous pouvez essayer de faire le calcul, vous allez trouver qu'il y a un impact qui est beaucoup plus fort. Enfin, il y a beaucoup plus gros dans votre métier qu'à la maison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts à la maison, qu'il faut prendre l'avion comme des malades, etc. Mais ça veut dire que si on prend conscience de ça, on se dit qu'on a un énorme pouvoir d'agir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'appelle les nouveaux géants. C'est un peu un pied de nez au mouvement des colibris qu'on aime beaucoup, mais qui disent goutte par goutte, on va éteindre l'incendie. Et nous, on dit non, tu vas dans ton job, tu es un géant, et tu vas prendre ton gros seau d'eau et tu vas éteindre l'incendie. Voilà. Peut-être quelques mots d'introduction pour démarrer. Ça te va. Peut-être de ton côté, Paul. Paul, du coup, comme je disais, tu fais partie des collectifs, cette association du coup, qui rassemble et qui accompagne les salariés à faire bouger de l'intérieur leur structure. Qu'est-ce que tu as pu constater comme évolution de demande ? Je crois qu'il y a 130 collectifs, du coup 130 entreprises que vous accompagnez. Quelles sont les évolutions que tu as pu constater depuis les quelques années ? Nous, ce qu'on voit du côté de l'engagement salarié, c'est qu'il y a une tendance de fond à ce que les salariés engagés se regroupent. Ça, c'est quelque chose qui a été objectivé par le sociologue Gaëtan Brispierre, qui a sorti 2 études dans les 10 dernières années. Une première, il y a 7 ou 8 ans, qui s'appelait Les Transféreurs, qui s'intéressait aux salariés engagés seuls, qui transféraient leurs convictions écologiques dans leur boulot, et qui, seuls au sens où ils ne se regroupaient pas en collectif de salariés, et qui essayaient de changer leur entreprise de l'intérieur par des actions, par une stratégie d'influence, par des propositions à la direction. Et il a remarqué avec le temps que ces salariés se regroupaient à travers des dispositifs de mobilisation collective mis en place par l'entreprise ou à travers des modes d'organisation et d'engagement qui sont plus organiques, comme les collectifs de salariés. Et il a sorti une deuxième étude qui s'appelle EcoTaf, qui a été publiée l'année dernière, qui s'intéresse cette fois-ci à la mobilisation collective et qui marque, sociologiquement parlant, le fait que cet engagement salarié devient collectif pour avoir plus d'impact, pour être plus pérenne, pour survivre à l'engagement, à la motivation, au temps des premières personnes qui sont motrices dans ces boîtes, parce que c'est souvent quelque chose qui peut ne pas durer en fonction de l'évolution de carrière de ces premières personnes motrices. Et cet engagement salarié qui devient plus collectif, c'est ce qui a mené à la création de l'association Les Collectifs. L'association Les Collectifs, elle a été créée par 27 collectifs qui venaient de 27 organisations différentes en avril 2021, il y a 4 ans. On fête les 4 ans de l'assaut la semaine prochaine. Et en fait, ces 27 collectifs, ils s'étaient créés indépendamment les uns des autres, de manière organique, dans 27 organisations différentes, avec tous, sans s'en rendre compte, le même objectif, transformer leur organisation de l'intérieur. Alors chacun met les mots qu'il veut derrière ça. La plupart, ça va être aligner la boîte avec les accords de Paris. Mais il y en a qui ont des ambitions autres que la transition écologique, ça peut être la transition écologique et sociale par exemple. Et nous, on voit bien que c'est une tendance de fond, cet engagement de collectifs de salariés. Aujourd'hui, on a 130 collectifs dans le réseau. Plus de la moitié sont des collectifs qui ont été créés hors de nous, qui se sont créés sans nous connaître, qui ne savaient pas qu'il y avait d'autres collectifs ailleurs, qui ne savaient pas qu'en fait, ils étaient en train de réinventer quelque chose qui existait déjà. Et c'est ça qui est hyper puissant, c'est qu'on voit bien que c'est quelque chose d'hyper organique. Il y a énormément de salariés engagés qui se posent des questions, qui n'ont pas pour autant envie de tout plaquer ou qui n'ont pas forcément le loisir de tout plaquer et qui pour autant se disent que de l'intérieur ils peuvent faire quelque chose, en tout cas pour le temps qu'ils sont encore dans leur structure actuelle et il y en a plein d'autres qui sont dans la même posture et qui
du coup, peuvent mener des actions tous ensemble plutôt que chacun de leur côté essayer petit à petit de pousser quelque chose. Et nous, on est là pour ça, on est là pour les aider. Et c'est une tendance de fond qui, je trouve, est assez parlante dans l'économie d'aujourd'hui, étant donné que c'est des salariés qui se posent des questions, qui sont au plus près du terrain, qui connaissent leur métier, qui connaissent aussi l'entreprise, et qui, par ailleurs, sont sensibilisés à ces sujets, qui vont pour certains vers la RSE, mais pour d'autres vers l'engagement salarié. Et tu t'attendais pas que je finisse ma phrase maintenant. Je crois qu'autour des collectifs, des dynamiques de collectifs, Pierre, tu as mené une étude autour de ça. Comment est-ce qu'on crée des collectifs de salariés, surtout avec le retour d'expérience de Artisan, où il a été compliqué, de par l'activité de l'entreprise, d'arriver à créer des convergences entre les collaborateurs et les collaboratrices. Aussi, est-ce que tu veux livrer ton retour de l'étude que tu as menée autour de comment est-ce qu'on crée des collectifs de salariés? Bonsoir à tous et à toutes. Donc Artisan est une entreprise de services à domicile, communément appelée les métiers de première ligne. Donc effectivement, on a des sujets de création de collectifs qui sont assez complexes chez nous, puisque dans le secteur, comme vous pouvez le comprendre, les personnes travaillent à domicile, donc font des métiers par définition isolés. Donc comment recréer des collectifs dans des métiers où en fait toute la journée on la passe seule ou en lien avec son bénéficiaire, mais en tout cas on n'est pas au sein d'un collectif, on va dire entreprise ou système social qu'on peut connaître quand on a un emploi plus classique. Donc moi j'ai mené une étude qui était issue de ma thèse professionnelle dans notre secteur, au départ sur est-ce que en s'organisant différemment on peut espérer avoir une meilleure appartenance sociale à l'entreprise. En gros, est-ce qu'on est plus attaché ou moins attaché à son système entreprise ou à son système social parce qu'on a une forme de gouvernance ou une forme d'organisation qui va être différente. Alors bien sûr, nous, on espérait que ça soit oui, mais en fait, c'est un vrai enjeu parce que l'appartenance sociale des salariés à leur structure, ça joue fortement sur leur motivation intrinsèque. Il y a 3 éléments qui jouent sur la motivation des collaborateurs dans les entreprises. C'est 1, le métier, est-ce qui me plaît, est-ce que j'ai la vocation, est-ce que je suis aligné avec mon métier. 2, c'est est-ce que j'ai l'autonomie et la compétence pour pouvoir le gérer. Et 3, c'est est-ce que je fais collectif avec mon groupe, pour revenir au système des collectifs. Effectivement, nous, l'enjeu, c'est de savoir est-ce qu'on arrive à faire collectif dans un métier plutôt isolé. Et donc, on est parti de ce constat-là en se disant qu'effectivement, dans le secteur, si on fait des études, j'ai fait des études sur plusieurs structures, effectivement, les formes d'organisation ont quand même une influence importante sur le phénomène d'appartenance. Forcément, si on fait une organisation plus collective, si on fait des réunions de collectif, si on partage la gouvernance, si on va essayer d'autonomiser un maximum les salariés sur leur poste, ou voire les faire dépasser de leur poste parce qu'ils ont aussi d'autres compétences que leur métier premier, effectivement, on a tendance à plus embarquer et donc on a un meilleur résultat sur le fait qu'ils se sont appartenir plus à l'entreprise. Donc ça, j'ai pu le faire sur plusieurs structures du même secteur. Donc ce qui était intéressant pour nous, c'est que c'était vraiment lié au secteur. Et de voir qu'effectivement, c'est plutôt encourageant de se dire qu'en réfléchissant différemment l'organisation et la gouvernance, on peut avoir un impact réel sur les collectifs au sein de l'entreprise. De ton côté, Guénolé, tu as écrit un livre autour de tout plaquer avec succès, autour de la reconversion professionnelle. Donc ça peut être aussi une voie à emprunter. Est-ce que tu veux nous en dire un mot sur du coup, comment est-ce que tu as mené l'écriture de ce livre-là? Tout à fait. Alors, au départ, je ne comptais pas écrire un livre. C'était une enquête que je faisais pour moi-même à un moment un peu charnière de ma carrière. J'avais eu plusieurs expériences pro. Donc, je suis diplômée d'une école de commerce et puis j'ai bossé chez Google, donc dans les technologies, dans une boîte qui n'était pas spécialement verte. Après, j'ai bossé à la Société Générale. Et je me suis rapprochée des sujets verts en travaillant dans l'énergie solaire en Afrique. Donc à chaque fois, je déménageais aussi pour suivre le métier de mon conjoint qui était muté à l'étranger.
Il faut dire que j'avais quand même été diplômée en majeur développement durable. Donc c'était quand même quelque chose qui était important pour moi dès mes études, mais que j'ai pas tout à fait réussi à mettre en place immédiatement. Bon, j'étais maman à 24 ans. Il y a eu plein de choses qui font que j'ai pas tout de suite réussi en 2008 à la sortie de mes études à m'aligner avec mes valeurs profondes. Et ça s'est fait petit à petit jusqu'à l'énergie solaire dans laquelle j'ai travaillé. Et puis, à un moment, j'ai écrit un roman dans un moment un peu où j'avais juste 1 an devant moi. C'est compliqué quand on arrive dans un pays et qu'on a 1 an devant soi pour trouver un boulot. Donc, j'ai écrit un roman et en rentrant en France après ça, je me suis dit, mais bon, j'ai fait plein de trucs, c'était intéressant, j'ai une formation généraliste, j'ai des compétences variées, mais en fait, à quoi j'ai vraiment envie de contribuer et qu'est-ce qui m'épanouirait et qui serait à la fois utile qui répondrait à un besoin en fait à ma petite échelle. Et là, j'ai rencontré des personnes qui avaient qui avaient comme moi fait des grandes écoles et qui avaient réussi à trouver une posture professionnelle, soit en organisation ou soit à créer leur métier de façon à être autonome financièrement et donc à vraiment en vivre et à être aligné avec leurs envies et avec leurs valeurs. Donc c'est un trio en fait de critères qui étaient importants pour moi. C'était l'aspect alignement avec mes valeurs, avec un métier et un environnement humain et des challenges, c'est ce que tu disais, le métier, qui me stimulait. Et puis, alors j'étais étonnée que tu ne le cites pas, la rémunération quand même comme motivation. Alors c'est extrinsèque. Moi je parlais de la motivation vraiment profonde qui n'est pas justement sur un facteur externe. Je comprends. En tout cas, moi à ce moment-là, c'était quand même un critère. Je ne pouvais pas travailler bénévolement. Et donc j'ai rencontré ces personnes-là qui étaient toutes des diplômés de grandes écoles. Alors, ce qui donne un peu un biais à mon livre, parce que du coup, c'est vrai que c'est des gens qui ont fait des études, souvent assez poussées. Mais c'était intéressant aussi de voir que ces gens, ils avaient investi des années de leur vie, parfois des décennies, pour obtenir en fait des métiers qui allaient leur apporter potentiellement beaucoup de revenus, beaucoup de rémunération, et qu'en fait, ils décidaient de se décaler par rapport à cet objectif premier pour aller vers la question du sens, de la contribution à la société. Et je trouvais que ça disait quelque chose aussi de notre société, de voir ces personnes qui en fait avaient atteint ce que beaucoup considèrent comme étant la réussite et qui en fait voulaient s'éloigner de ce modèle traditionnel de la réussite pour réinventer une réussite avec des critères propres. Alors, c'est mon éditeur qui m'a imposé le livre Tout plaqué avec succès. Le titre, je veux dire, du livre Tout plaqué avec succès, j'étais pas fan, je trouvais ça un peu racoleur. Mais voilà comment est né le livre. Et en fait, c'est vraiment un manuel d'auto-coaching pour tous ceux qui veulent se réorienter professionnellement pour être alignés avec leurs valeurs, leurs envies et garder une autonomie professionnelle. C'est comme ça que je l'ai voulu. Tout le monde n'a pas les moyens de se payer un coach pour les accompagner. Et donc, en effet, je suis aussi coach en reconversion à impact à côté. Et puis, alors, j'ai fait un détour. En fait, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le résultat de l'écriture de ce livre pour moi, c'est que je voulais travailler sur la recherche, sur les enjeux écologiques, et principalement écologiques, mais sociaux aussi, les ODD, avec des jeunes. Et donc, je suis devenue directrice d'un projet financé par l'ANR qui finançait des projets de recherche sur la transition écologique et sociale. Et alors juste si tu me permets, parce que je pense que c'est important quand on parle d'un livre ou quand on parle en général de trouver un métier où on a de l'impact et où on a une satisfaction personnelle, aussi d'incarner ça. Donc aujourd'hui, comment j'incarne ça ? Donc j'ai bossé 2 ans pour ce projet ANR et à la suite de ça, je me suis lancée en conseil RSE pour les entreprises. J'ai eu l'occasion de faire de la formation pour l'État, pour les cadres d'État. Et donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est que maintenant j'aide à activer la bascule aux 3 niveaux, individuel, organisationnel et sociétal, public, vers une économie qui soit plus soutenable. Excuse-moi, j'ai l'impression que j'ai dépassé mon temps, je te voyais avec ton micro. Non. Non, j'allais juste passer à un autre axe, donc c'était important que tu termines, merci. Non, mais merci à toi.
Je voulais me tourner vers toi, Paul. Comme je l'ai mentionné, du coup, les collectifs accompagnent du coup les salariés dans la transformation de l'intérieur de leur structure. Comment ça se passe comment est-ce qu'on accompagne des salariés à transformer leur entreprise? Ça correspond à nos actions, effectivement. On a 3 grandes actions avec les collectifs. Déjà, on est un réseau. On est là pour mettre en lien des collectifs de salariés entre eux qui ne se connaîtraient pas autrement. La plupart des collectifs de salariés, ils n'ont pas pignon sur rue. Vous ne pouvez pas forcément les connaître en allant sur le site de la boîte, ou même quand vous êtes salarié à l'intérieur, vous n'avez pas forcément notion qu'il existe un collectif. Certains collectifs communiquent à l'externe, certains collectifs ne communiquent qu'à l'interne, certains collectifs ne communiquent même pas vraiment à l'interne, voire s'appelle pas du tout collectif, et en fait c'est un autre terme qui est utilisé en interne. Et nous, on est déjà là pour ça, pour le faire en sorte que pas mal de gens puissent se connaître et échanger autour de leurs bonnes pratiques. Plus spécifiquement, les bonnes pratiques, il y en a de 2 types. Et c'est sur ça qu'on aide spécifiquement ces collectifs de salariés et ces salariés engagés. La première, c'est sur les actions que veulent mener ces collectifs. Les actions, elles peuvent être très variées, de sensibilisation et de formation, de pratiques internes sur l'empreinte carbone du bureau, sur les pratiques métiers, ou sur les modèles d'affaires et la gouvernance, qui sont les actions d'assez loin les plus ambitieuses, mais qui mettent souvent du temps pour lesquelles les salariés mettent du temps avant d'arriver à les toucher. Ces collectifs de salariés, du coup, ils se positionnent sur plusieurs actions en même temps, la plupart du temps. Pour vous donner un ordre de grandeur, le collectif le plus petit du réseau, ils sont 4 ou 5. Le collectif le plus gros, ils sont plus de 2000. Donc on ne fait pas les mêmes actions à 2000 qu'à 4. Et on ne fait pas les mêmes actions en fonction qu'on est sur un site, en multisite, à l'échelle du groupe France ou à l'échelle du groupe Monde, en fonction de s'il y a une direction RSE dans notre périmètre ou non, en fonction de si on arrive à parler avec notre direction régulièrement ou non. Enfin, il y a quand même pas mal de variables qui touchent notre capacité d'action. Mais nous, on est là pour leur partager ce qui s'est fait ailleurs, pour qu'ils comprennent que ce qui s'est fait ailleurs est donc possible chez eux. On a un outil pour ça qui est sur notre site, qui s'appelle l'Atlas des actions, qui est en accès libre, qui répertorie des actions déjà menées par des collectifs du réseau pour montrer tout ce qui est possible de le faire. Et la deuxième chose sur laquelle on aide ces collectifs, c'est indépendamment des actions, c'est sur les manières de faire, c'est sur les postures, les manières de s'organiser. On a sorti un parcours de formation avec le soutien de l'ADEME il y a 2 semaines, un truc comme ça, 2-3 semaines, qui est entièrement gratuit, qui s'intéresse à 2 problématiques: comment on crée son collectif, et comment, une fois qu'on a un collectif, il peut devenir une partie prenante reconnue. Donc ça s'intéresse plutôt à comment on a une stratégie d'influence, comment on a une posture qui est la bonne par rapport à la direction, et comment on s'organise, comment on s'anime, comment on entretient la motivation des membres. Et en fait, ces collectifs de salariés engagés, ils ont la particularité d'être des machines qui s'adaptent beaucoup à leur environnement, qui s'adaptent aux contraintes aussi de leur boîte, mais il y a quand même des grandes tendances qu'on peut voir à l'échelle de notre réseau. Et c'est ça qu'on partage dans cette formation, qui s'appuie principalement sur des témoignages de plein de membres de collectifs, et sur les conseils de l'ASSO, et sur quelques apports d'experts, notamment le sociologue Gaëtan Brispierre que j'ai cité, des directions RSE, et d'autres apports comme ceux de Les Nouveaux Géants ou de Printemps écologique. Voilà pour ce qu'on fait. Le but de l'ASSO, c'est d'aider n'importe qui, donc n'hésitez vraiment pas. Si vous avez besoin d'aide sur ces sujets, si ça résonne chez vous, que ce soit parce que vous avez déjà un collectif de salariés, on en découvre très souvent, donc ça peut être le cas ce soir, ou parce que c'est quelque chose que vous auriez envie de mettre en place dans votre boîte ou ailleurs. On n'a pas de contraintes pour nous rejoindre, ni contraintes juridiques ou financières, tout ce qu'on fait est gratuit, donc n'hésitez pas. Merci Paul. De ton côté, Pierre, comment ça s'est passé Comment ça s'est passé du côté de Artizen, cette transformation? Elle a toujours été présente, elle a été impulsée par qui? Comment est-ce que ça a été reçu? Alors moi, je pense que je suis le cas typique du livre. En fait, moi, j'ai eu deux vies professionnelles. Une vie pendant 20 ans où j'ai été patron de la recherche et développement d'un grand groupe de technologie. Où je gagnais très 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 bien ma vie. J'avais un impact carbone, je pense, proche de ce que tu donnais comme chiffre tout à l'heure. Et à la fois, on crée des outils pour faire de la visioconférence, donc aussi qui aidait l'impact carbone. Et puis peut-être tout plaquer avec succès, ouais, et se dire que besoin de plus d'alignement dans un métier. En tout cas, j'avais des compétences. Au départ, ma femme, avec qui on a cofondé l'entreprise, en avait aussi, parce qu'elle était directrice de la RSE pour Veolia, Afrique et Moyen-Orient. Et on a tout plaqué pour s'attaquer au sujet de l'aide à domicile. Bon, en passant par la création de l'entreprise le 16 mars 2020, donc vous dire que le lendemain, c'était le Covid, donc c'était assez sympa.
Et tout ça parce qu'on avait envie de faire un projet qui pouvait contribuer d'une certaine manière ou d'une autre à un engagement environnemental et social. Donc l'engagement environnemental qu'on a pris, c'est qu'on a décidé dès le départ d'utiliser que des produits bio, naturels, écolabellisés. Et l'engagement social, il était assez simple. Dans nos métiers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a des vraies problématiques sociales. On parle de 89% de turnover dans le secteur. On parle de moins d'un salarié sur deux qui a été formé, y compris en formation initiale. On parle d'un taux de pauvreté, y compris des salariés en emploi, de à peu près 20%. Voilà. Donc quand on a dit ça, voilà. Et pourtant c'est des salariés, des collaborateurs qui ont un enjeu essentiel, c'est-à-dire de s'occuper de personnes en dépendance ou dans des tâches qui sont moins en dépendance, mais en tout cas qui sont réellement utiles à notre société. Et pourtant, on les traite assez mal. Donc on s'est dit, ça, c'est pas possible. Sachant que dans les 10 ans qui viennent, on a le papy boom qui arrive, et donc on a besoin de créer 300 000 emplois dans un truc qui va déjà pas bien. Donc on s'est dit avec nos petits bras, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut réinventer. Donc nous, ça n'a pas été une transformation, ça a été plutôt de se dire on a un constat et comment on peut faire différemment en termes d'organisation, en termes de pratique, en termes de formation, en termes de comment révolutionner un peu ce monde-là et ce système-là. Et la transformation, elle n'avait pas été vécue de la même manière. Maintenant, dans une transformation, plus de garder le cap, parce qu'on a grandi, on est passé de 0 à 150 salariés en 5 ans. On a intégré des entreprises, une entreprise qu'on a rachetée à la barre parce qu'on s'est dit on ne peut pas voir disparaître des emplois alors qu'on en a besoin massivement de l'autre côté. Et tout en gardant en fait cet ADN, et c'est ça qui est pour nous le plus compliqué en transformation, c'est de garder cette envie, cette ligne de conduite et ce cadre qu'on a voulu dès le départ en fait avec Sandrine. Voilà. Quelles sont les étapes à mettre en œuvre? Peut-être Ambroise, si tu veux nous parler de ça. Comment est-ce qu'on initie un changement de métier? Est-ce que vous avez eu l'occasion de... du coup, autour de la création de la recherche et de l'étude, comment est-ce que ça se passe quand on fait évoluer son métier de l'intérieur? Alors, il y a 2 cadres qu'il faut bien différencier. Il y a la personne seule qui a envie de faire évoluer son métier, et puis il y a le département des achats d'une entreprise qui veut faire évoluer ses pratiques. Nous, on travaille plutôt dans le deuxième cas. Donc, j'ai un peu plus parlé de ça. En fait, la première chose, c'est que nous, ce qu'on constate, c'est que c'est un sujet qui est hyper mobilisant. Quand on fait une formation, la difficulté, c'est de la vendre. Hein. C'est toujours pareil. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait en face une entreprise qui a envie de faire cette démarche et qui veut dégager les 2 ressources les plus précieuses qu'elle a, c'est-à-dire du temps de salarié et de l'argent. Mais une fois qu'on a dépassé ces freins-là, on a très rarement, sur les dizaines d'exemples qu'on a, des gens qui traînent la patte, qui ne sont pas motivés, parce qu'en fait, d'un seul coup, on vient amener un autre sens que le gain pour l'actionnaire ou même autre chose qu'il y avait dans le geste du quotidien. Et on a des gens qui ont suivi nos formations, qui étaient sur le départ, qui sont restés dans l'entreprise en se disant « Ah, mais en fait, j'ai pas besoin de partir, de faire une Pierre Rabhi et je peux avoir un impact et puis il peut être vachement gros là où je suis. » Donc déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est que en fait, si vous hésitez à embarquer ou une équipe ou un département, en fait, c'est facile. Il y aura relativement peu de résistance une fois qu'on s'est dit on se donne le temps. La deuxième chose, c'est que, je pense que c'est vrai pour d'autres types de formations, mais le sujet, il est un peu complexe et j'ai remarqué qu'il faisait peur. Il y a la transition écologique, on est là, moi je suis comptable, on t'es mignon, mais ça ne me parle pas des masses, ces trucs, il est hyper vague, je ne sais pas ce que ça veut dire pour moi. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que toutes nos formations, on les fait sur des projets réels. Donc, par exemple, quand je forme des gens à l'éco-conception d'un produit en particulier, on ne va pas les faire éco-concevoir un frigo si lui, il est chef de produit perceuse, quoi. Et donc, en fait, on les fait éco-concevoir exactement les produits sur lesquels ils travaillent. Le comptable,
bah, il va faire de la performance extra-financière, c'est-à-dire qu'on va le former à compter sur des nouvelles valeurs qui sont des valeurs écologiques et sociales sur les bases de données de l'entreprise. Donc faire travailler les gens que sur du temps réel, ce qui en plus permet de dégager du temps, parce que du coup, Michel, il n'est pas en formation pendant 2 jours, on ne le voit pas, il est en train de travailler sur ses propres données, sur ses propres projets. Et la troisième chose, peut-être la plus importante, c'est d'accepter que ce sujet, il est émotionnel et il est politique. Et c'est 2 choses qu'on n'aime pas beaucoup dans l'entreprise, en général. Et donc, nous, on fait le maximum pour accueillir tout ça dans la formation et mettre beaucoup de joie. C'est une de nos valeurs. On essaie de le faire aussi dans le cadre du quotidien de l'équipe et à 17h en général, ça marche bien. Et donc, on arrive avec un sujet qui est très lourd. On se parle de la fin, peut-être pas du monde, mais de l'humanité. Et donc, comment on rend ça léger, concret, etc. Et ouvert d'accueillir toutes les postures. C'est-à-dire qu'il y a des gens que le sujet énerve. Les écolos, ils font chier. Bah, c'est OK, en fait. Si on n'est pas capable de dire c'est OK à ce moment-là, bah, on ne peut pas ouvrir ce sujet et on ne peut pas faire grandir les gens. Donc voilà. Donc, je dirais en résumé, vraiment des projets très concrets, accueillir la partie émotionnelle, le côté tête, cœur, trip, et puis se dire qu'en fait, une fois qu'on va mettre le pied dedans, les gens vont être ravis. Et quand on met le pied dedans et on se dit, en fait, ça suffit pas, changer ma structure et tout, comment est-ce qu'on accompagne une personne qui souhaite se reconvertir et peut-être quitter son job, quitter sa structure? Alors, je pense que... Enfin, j'étais en train de réfléchir à ça en vous entendant tous les 3 et tous les 4 avec toi qui anime. En fait, je pense qu'on cherche tous à avoir un impact, en tout cas tous ceux qui sommes là ce soir. Et je pense aussi qu'une existence humaine sans la question du sens, je ne sais pas si ça existe. Après, chacun met derrière le sens des choses différentes. Pour certains, ça va être parent. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, un chien ou voyager, l'aventure, etc. Et en fait, je pense quand même que, juste en amont de la réponse à ta question, il y a quand même la question de savoir où est-ce que je vais avoir le plus d'impact. Alors, on a entendu ce soir que c'était facile d'embarquer dans la transition en tant que collectif toutes les entreprises. C'est plus ou moins facile à court terme à la place à laquelle on est. Voilà. Et dans ces cas-là, quand ça génère trop de frustration, on peut être amené à sortir parce que son impact n'est pas maximisé par la situation et les interlocuteurs qu'on a autour de nous. Et à ce moment-là, peut-être en effet que plutôt que de partir dans l'éco-anxiété, dans un sentiment de frustration, voire dans une anxiété qui est nourrie par le fait qu'on n'arrive pas à agir par rapport aux besoins du monde, dans ces cas-là, ça peut être judicieux de partir. Et après, il y a d'autres raisons pour lesquelles certaines personnes veulent quitter leur boîte. Ça peut être des raisons tout à fait matérielles ou d'organisation ou logistique ou un besoin de changement. Mais dans tous les cas, en effet, ça peut amener à la question de la reconversion. Et aujourd'hui, c'est rarissime les personnes qui ont un employeur pendant toute... Moi, j'en connais quelques-uns, dont très proches, mais c'est rarissime les personnes qui gardent le même employeur pendant toute leur carrière. Et donc, la reconversion, peu importe en fait l'écart que vous allez faire entre votre poste existant et le suivant, vous allez y venir à un moment donné. Parce qu'un changement de job, c'est quelque part déjà une reconversion. On change d'environnement culturel, on change d'équipe, humainement, on évolue. Donc, c'est jamais exactement la même chose, sans parler même de la fiche de poste. Et donc, pour ça, ça s'organise, une reconversion. Et il y a une démarche qui est à la fois une démarche qui part de nous, une démarche de nous vers le marché, et une démarche quand même de compréhension des enjeux du marché dans laquelle en fait, on observe les données de marché, les opportunités existantes et pour le coup, c'est le point de départ. Donc il y a cette espèce de double mouvement de bien se connaître, de faire de l'introspection, de savoir ce que l'on veut, de clarifier son projet et ses critères et en même temps de rester ouvert aux opportunités. Et les deux sont nécessaires. Même si vous êtes entrepreneur, vous avez besoin de comprendre le marché sur lequel vous allez évoluer et vous ne pouvez pas faire l'économie de cette analyse du contexte. Donc c'est un voyage, la reconversion, qui est passionnant parce que
ça invite à se connaître nous-mêmes davantage et à aussi appréhender le monde plus en finesse, plus en analyse, plus en détail et avec une compréhension plus subtile. Et donc, c'est cette question d'ajustement entre soi et le monde. Et c'est une question fabuleuse qui a plein de répercussions pratiques que je décris dans mon livre. La question du timing, la question de quel est le revenu induit par mes besoins, c'est-à-dire quel est le niveau de revenu en deçà de quel je ne peux pas baisser parce que j'ai besoin de ce revenu pour couvrir mes frais. Donc ça, c'est ces deux critères. Il y a la question de la formation, la question d'identifier ses valeurs profondes aussi, peut-être même en amont de tout ça. Quelles sont mes valeurs profondes? À quoi j'ai envie de contribuer? La question de connaître aussi ses atouts, ses compétences, ses expériences. Enfin, c'est tout ce qui est couvert normalement par un bon bilan de compétences. Donc tout ça, c'est des aspects très importants de la démarche de reconversion qui sont décrits dans mon livre et que j'adorerais pouvoir vous expliquer de façon extensive ce soir, mais c'est long. Mais c'est une aventure passionnante, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Et reconversion, ça peut être un changement de job dans la même industrie. Moi, je considère que voilà, ça peut déjà rentrer sous le terme de reconversion, et ça peut être vraiment un vrai tout plaqué avec succès si possible, avec un changement drastique de cap que vous allez mettre dans votre vie professionnelle. Mais si vous avez des questions après plus concrètes, n'hésitez pas à venir me voir. J'ai juste une petite réaction, si je peux me permettre. J'emprunte au fondateur de la fresque du climat une formule que je trouve très bien. Il parle des gens, c'était le début de ton propos, des gens qui sont trop frustrés et qui veulent faire bouger les choses. Et il dit, et je trouve ça très bien, si vous êtes dans une entreprise, vous voulez faire bouger les choses et vous sentez que ça ne bouge pas assez et du coup vous réfléchissez à quitter l'entreprise, il dit c'est le moment de rester et de bouger le cocotier à fond, parce que dans le pire des cas vous faites virer, et en fait c'était le plan A, donc c'est pas grave. Et moi je trouve que c'est pas mal ça met à l'aise de réfléchir comme ça et de se dire en fait le moment où peut-être je suis le plus autorisé à faire bouger les choses, c'est le moment où je suis prêt à partir. Un peu le dernier coup, on tente le bluff et peut-être ça fonctionne. Est-ce que, je garde cet exemple-là, est-ce que du côté des collectifs, du coup, tu faisais effectivement cet appel que du coup, des collectifs de salariés peuvent se tourner vers vous pour ensuite être accompagnés à faire changer la structure. Quelles sont les étapes ensuite? Comment les personnes sont accompagnées par les collectifs? Alors déjà merci Ambroise, tu m'as complètement coupé l'herbe sous le pied, je voulais dire la même chose, t'inquiète. Non, nous concrètement, déjà pour revenir sur ce que tu disais Guénolé, on considère que c'est hyper complémentaire déjà à l'échelle de la société, qu'il y ait des personnes qui bifurquent, pour employer un autre terme, et par rapport aux personnes qui restent. À titre personnel, moi je pense que dans la plupart des cas, on a une bonne idée de ce qui nous convient le mieux. À certains moments, il vaut mieux rester, à certains moments, il vaut mieux partir. Tenter avant de partir, c'est une excellente stratégie. Et plus largement, la notion de transformer l'intérieur, effectivement, c'est pas facile. Il y a plein de contextes qui impliquent quand même des situations où ça va nous mettre un risque, où on va pas être écouté, où in fine on va se cramer. C'est de toute façon un engagement qui correspond un peu à l'engagement associatif, un engagement dans un collectif, c'est-à-dire que ça a une durée de vie de quelques années, a priori. Et donc, il faut quand même arriver à penser bon, j'y arrive pas, qu'est-ce que je fais? On est là aussi là pour ça, on parle avec des collectifs qui sont morts, on parle avec des salariés qui n'ont pas réussi à changer leur boîte de l'intérieur, c'est aussi à ça qu'on sert. Là-dessus, un des conseils principaux, c'est quand même d'avoir conscience que dans tous les cas, un collectif de salariés a un impact même dans une boîte qui ne bouge pas. Un collectif de salariés, on considère que ça accélère une transition, que ça ne la permet pas tout seul. De toute façon, les salariés engagés ne sont pas les seuls et ne sont pas décideurs sur les sujets les plus importants de la structure, donc sur les sujets avec le plus d'impact. Mais que ce soit une entreprise qui est volontariste sur ces sujets, et donc le collectif va proposer des choses qui vont boucher des trous dans la raquette, qui vont faire accélérer, ils vont proposer aussi des choses auxquelles l'entreprise n'aura pas du tout pensé, et en fait, ils vont par là même proposer des actions qui sont plus en lien avec le terrain et qui en même temps sont alignées avec la nouvelle stratégie volontariste.
Mais dans le cas où une entreprise ne l'est pas du tout volontariste, n'a pas forcément conscience des enjeux, n'a pas conscience des risques pour sa pérennité aussi, de ne pas prendre en compte ces enjeux, un collectif, c'est aussi l'occasion de mettre en place un terreau fertile le jour où il y aura ces enjeux qui vont être pris en compte, et de travailler à ce que ces enjeux soient petit à petit compris sous un autre angle. Les enjeux de risque et de pérennité étant souvent ce qui marche le mieux nous dans nos entreprises, mais il y en a beaucoup d'autres qui peuvent fonctionner. Donc il faut avoir conscience que dans tous les cas, ça a du sens de s'engager, mais que ça ne marche pas tout le temps. Et que à l'échelle individuelle, penser à tout plaquer, penser à bifurquer, penser à se reconvertir, ça marche. Donc n'hésitez pas, je ne vais pas vous dire que ce n'est pas une bonne idée. Je travaille pour une asso alors que j'ai fait des études de commerce aussi. Ce serait quand même assez hypocrite de dire que ce n'est pas la bonne voie. En tout cas, les deux choses fonctionnent à notre sens. L'asso Les Collectifs, on est vraiment là pour aider ceux qui veulent transformer l'intérieur. Nous, on a plusieurs membres de notre communauté qui ont créé un collectif quelque part, qui ensuite sont partis, qui ensuite sont retournés dans une autre entreprise où ils ont recréé un collectif. En fait, tout est possible là-dessus. Il faut faire attention à ce que le collectif soit suffisamment pérenne. Et dans les deux cas que j'ai en tête, c'est des collectifs qui ont, avec 2 personnes dans le réseau, on a 4 collectifs maintenant. Mais c'est quelque chose auquel il faut penser. Il faut penser à créer des choses qui vous survivent dans vos boîtes. Alors maintenant, je me tourne plutôt vers vous, la salle. Changer de l'intérieur ou tout plaquer? Je vous laisse avec cette question, si vous avez envie d'interagir avec nos intervenants. C'est le moment. Le micro est à vous, je le fais passer. On ne fera pas chanter, promis. Alors, tout plaquer ou on change de l'intérieur? Vous avez 4 heures. C'est timide ce soir. En fait, moi, ça me génère plus une question. Quand on est tout plaqué, vous changez de l'intérieur, mais quand on plaque, on n'est pas toujours à l'intérieur de quelque chose. En fait, voilà, c'est à l'intérieur, à l'extérieur de quoi? Voilà. Vous avez 4 heures. Peut-être tu peux juste nous dire 2 mots sur ta situation, parce que je ne suis pas sûr de comprendre bien ta question. Ah, mais ça fait peut-être partie du principe. Alors moi, je co-dirige une entreprise. Et donc, on cultive beaucoup la question du collectif. On se questionne autour de ces sujets. Qu'est-ce qu'on fait de l'intérieur, nous-mêmes chez nous, mais aussi auprès d'organisations qu'on accompagne. Et donc voilà, pour la situation, elle est là. On chemine. Je me lance, tu entends? Vous entendez? Toi, ce que je comprends de ta question, c'est une question de prisme, en fait. Quel est l'intérieur, quel est l'extérieur? Je pense que communément, nous 4, quand on en parlait, c'était, on imaginait qu'il y avait une personne qui était salariée d'une société ou d'une organisation, de façon générale. Ça peut être l'État, ça peut être des fonctionnaires. J'ai beaucoup travaillé avec des fonctionnaires. Ou alors des salariés d'une association ou d'une entreprise et qui se disent en fait, j'ai envie de faire basculer mon organisation pour qu'elle soit plus vertueuse. Et donc, la question, c'est de savoir si ces personnes ont un vrai levier ou pas sur l'objet de l'organisation. Et donc, on s'est dit que dans certains cas, on pouvait créer un collectif. En effet, je pense que c'est toujours une bonne idée. Et puis, quand il y a trop de frustration qui s'accélère, à ce moment-là, c'est le moment de sortir de l'organisation pour essayer soit d'aller ailleurs, soit de se lancer à son compte, soit de se lancer en tant que prestataire ou en tant qu'accompagnant, comme toi, Ambroise, de ces structures qui, justement, veulent, tous les deux, hein, vous êtes un peu dans la même posture, vous êtes dans des structures qui œuvrent pour accompagner la bascule des organisations. Okay, là, on a à ma gauche un monsieur qui est lui-même en organisation et qui veut agir de façon vertueuse écologiquement et socialement. Et moi, j'adresse à la fois les organisations, l'État et les individus. Et donc, dans ton cas, si je me permets de te tutoyer en tant que co-directrice d'une entreprise, oui, tu es en situation de management. C'est ça, en fait, qui fait que tu es un peu à la rencontre des deux postures, parce que à la fois c'est chez toi, si je puis dire, c'est toi qui dirige l'organisation, et en même temps c'est une structure avec des salariés, avec une inertie, avec des process, avec des clients, avec une obligation de fournir du chiffre, et ça crée des résistances évidemment.
Donc voilà, dans ton cas, tu es déjà en position de pouvoir et j'imagine que tu mènes ta barque et ton entreprise de façon à maximiser aussi tous ces critères-là, essayer de trouver un bon combo entre la façon de rémunérer les personnes que tu emploies et puis l'impact que tu as sur le monde, qui est à la fois un impact sur la vie de tes salariés, sur la vie de tes prestataires, sur la vie de tes clients, et comment dans cette matrice de relations avec ces différentes parties prenantes, tu peux réussir à maximiser ton impact. Encore faut-il le définir. Est-ce qu'il est écologique? Est-ce qu'il est social? Est-ce que c'est les ODD lesquels tu adresses? Je ne sais pas si tu as fait ce travail de priorisation des objectifs à impact que tu souhaiterais travailler. Voilà quelques clés. J'ai essayé d'expliciter un petit peu ce que je comprenais de ta question et comment nous, on se positionnait par rapport à ta question et par rapport à ta situation. Peut-être apporter un tout petit complément pratico-pratique. Est-ce que tu es familière de la CEC, Convention des entreprises pour le climat? Non? Je ne suis pas spécialiste de ça, mais je t'invite à aller regarder ce que fait la Convention des entreprises pour le climat. Ah, tu connais? D'accord, ok. Pour ouvrir le sujet, d'accord, pardon. Ok, ça marche. Mais la bonne nouvelle, en tout cas, quand on est dirigeant, c'est que on a un joli pouvoir d'action pour emmener à la fois son équipe et en même temps tout le business model de l'entreprise, si on est motivé. Donc tu dois avoir une bien belle entreprise. Moi, je dirais que, en fait, j'ai du mal à exclure le dirigeant du collectif de l'entreprise. En fait, j'ai peut-être là où je suis peut-être un peu idéaliste. Mais le dirigeant, il est partie prenante de tout ça. Et que ce soit le dirigeant, le CODIR, le COMEX, ça dépend des structures. Mais en fait, quand il y a des tensions dans l'organisation, parce qu'on parle bien de ça, on parle de tensions, de choses qui ne vont pas, d'organisations qui ne sont pas adaptées. Je crois que l'intérêt, y compris du dirigeant, c'est quand même de résoudre ces tensions-là. Ou en tout cas, il faut être un peu fou pour ne pas traiter les tensions. Et je pense que c'est le sujet, effectivement, des collaborateurs aussi. C'est-à-dire que des fois, il y a des tensions qui peuvent apparaître sur certains niveaux d'une organisation où le dirigeant ne peut ne pas le voir. Et ça peut aussi se résoudre tout seul. C'est-à-dire que, quand je dis tout seul, c'est que s'il y a certaine manière de donner du pouvoir, parce qu'on parlait du pouvoir d'action aux salariés, c'est-à-dire un pouvoir d'autorité sur certaines zones de compétences, alors, pas de l'autorité mal placée dans le sens je prends des décisions et j'avance, mais de l'autorité concertée, validée avec les autres. Et au final, si la personne a l'autorité de décider dans l'organisation, elle peut faire avancer le système entreprise ou associatif. Ça peut inclure le dirigeant lui-même si il a besoin de changer un petit bout du cadre ou une façon plus globale du projet ou démarrer une nouvelle activité. Mais je crois aussi beaucoup que dans les entreprises, y compris celles qui ne sont pas en gouvernance partagée, il y a quand même des formes d'action et de pouvoir de salariés engagés ou des fois moins engagés ou parce qu'ils ont une certaine colère à résoudre des problématiques qui se passent. Et je pense que ça, c'est important de l'identifier, de le valoriser. Et ça, c'est le rôle du dirigeant et du management de dire oui, là, il y a problème et il faut qu'on s'assoie pour regarder cette problématique-là, mais pas dire qu'il y a problème. Et c'est aussi proposer des solutions. Et donc, nous, notre action du quotidien, c'est rester pas uniquement spectateur des problèmes, parce que de toute façon, ils ne vont pas se résoudre tout seuls, quoi. Aller proposer des solutions, on va expérimenter une avancée avec vous, et si l'expérimentation est bonne, elle s'ancre dans une nouvelle forme d'organisation. Je pense que c'est plus, enfin, en tout cas, ce qu'on essaye nous de faire, c'est plutôt ça.
Un tout petit peu, parce que tu parlais d'écosystème. Je fais un mini encart pub. On est partenaire fondateur d'un truc qui s'appelle Genact. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu passer ça. C'est une association, je crois qu'en une semaine, il y a déjà 2000 personnes dans la communauté, qui a vocation à rassembler 100% des gens en France, je crois, c'est limité en France pour l'instant, qui veulent agir sur la transition écologique. Et il y a la CEC 61 pour les dirigeants, que tu connais, et Genact, c'est pour tout le monde. Et nous, on partage du contenu, des formations là-dedans, mais ça a vocation à être une déferlante un peu écosystémique, justement, un peu comme les collectifs, mais plutôt à l'échelle France, quoi. C'est un peu le collectif France qui essaye de se monter. C'est encore tout jeune, mais c'est backé par beaucoup de bon monde. Donc n'hésitez pas à vous mettre là-dedans aussi, parce que c'est un joli endroit d'agir, je pense. Je rebondis un peu sur ce que tu as dit et sur ta réponse aussi, parce que je trouvais ça intéressant. En fait, je pense que ce que tu as formulé est tout à fait intéressant et juste, mais je pense qu'en fait, ce que tu incarnes est même au-delà de ça, parce que tu as beaucoup parlé de résoudre les tensions en tant que dirigeant, que c'était aussi ta responsabilité d'identifier les problèmes et d'être solutions oriented. Et ça, c'est quelque chose, c'est une approche qui est hyper nécessaire et qui est évidemment, qui peut être très vertueuse, c'est-à-dire vraiment d'être à l'écoute des besoins et des problématiques avec une approche qui soit très orientée solution. Et en même temps, c'est une approche qui est très réactive. Et tu n'en as pas parlé, mais je suis sûre qu'aussi, tu as à cœur, dans la gestion de ton entreprise, de aussi te dire, je ne vais pas être en mode uniquement réactif, mais je vais me poser pour vraiment identifier les objectifs long terme où je veux mener mon entreprise. Les valeurs, tu les as exprimées. C'est des choses que tu as définies en amont. Et je pense qu'en tant que dirigeant, c'est important d'avoir cette double approche un peu bottom-up où on répond à ce qui émerge. Et en même temps, le vrai leadership, c'est aussi de caler une vision et de fédérer tout le monde et d'embarquer et d'inspirer tout le monde autour de cette vision. Et ça demande une approche un peu plus top to bottom et plus réflexive. Être dirigeant, c'est quand même être schizophrène, hein. Vous avez bien compris. Mais c'est assez vrai. C'est-à-dire qu'il y a... nous, je vous ai décrit les problèmes sociétaux auxquels on est confronté dans notre secteur, et c'est notre combat. Voilà, la vision, elle est là-dessus. Et après, ça n'empêche pas que même si on essaye de réinventer les modèles et les organisations, on a nous-mêmes des problèmes de terrain. En fait, c'est pas vrai de dire que c'est tout beau et tout rose. Il y a des problèmes de terrain tous les jours. Et il y a des choses, des solutions à inventer tous les jours. Mais ça, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie justement de faire participer le collectif entreprise à tout niveau. Parce que souvent, c'est la personne qui est le plus ancrée dans la problématique qui a la solution, le plus souvent. J'ai aussi un rebond, mais Lucien, est-ce qu'on n'est pas en train de refaire une autre table ronde là? Ok. Non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, Pierre, nous, on a beaucoup de collectifs de salariés qui existent dans des boîtes où il y a des dirigeants qui sont engagés. C'est une des conditions de réussite, ça c'est clair. Nous, la manière dont ils s'insèrent dans le collectif, c'est qu'ils en sont des sponsors, officiels ou officieux, c'est-à-dire que c'est des personnes qui leur ouvrent des portes, qui leur partagent des conseils, des infos, qui les fait venir aussi dans des cadres où ils n'auraient pas du tout accès sans eux. C'est souvent le modèle qui fonctionne le mieux pour que ces collectifs soient capables d'être force de proposition, qu'ils soient capables d'interroger ce qui se fait en autonomie et en indépendance, tout en ayant accès aux strates dirigeants de la boîte. Donc ça, c'est aussi pour montrer que l'hybridation, elle est possible sur ça. Malheureusement, il y a aussi des collectifs qui existent dans des boîtes où des dirigeants ne sont pas engagés sur ces sujets, et ce n'est pas exactement la même manière de faire dans ces cas-là. Merci à tous les quatre. Je pense qu'on peut vous remercier pour vos interventions et votre venue.